Merci d'abord de m'inviter à cette séance. Je pense que j'ai appris ou vu beaucoup de choses ce matin, donc on en parlera en conclusion. Ce que je voudrais partager avec vous, c'est notre vision autour du véhicule autonome, qui effectivement fait beaucoup couler d'encre. Mes transparences sont des slides, puisque c'est une présentation que j'ai déjà utilisée dans d'autres instances. Donc désolé pour ça, mais je la fais en français. Alors pour nous, effectivement, la voiture autonome, c'est pas une simple évolution des technologies ADAS, c'est véritablement une révolution de la mobilité et je vais tenter de partager avec vous pourquoi. Alors il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait un article de journal, sans qu'il y ait une conférence, comme on en a une aujourd'hui. Ici, c'est Chris Thompson de Google dans un TED, sans qu'il y ait des rapports de consultants. Alors, petite plaisanterie, le chiffre d'affaires de la voiture autonome aujourd'hui, c'est essentiellement des congrès et des publications. Ça sera un jour du produit, assez vite je pense, mais pour l'instant c'est ça. Ce sont aussi des position papers, on en a vu une tout à l'heure, mais il y a aussi la FIA qui en a fait une récemment, et puis bien entendu, des communications des constructeurs automobiles. Alors pourquoi une telle effervescence autour du véhicule autonome? Eh bien parce que ça a déjà été évoqué par certains intervenants avant, à cause d'enjeux importants. Alors ici, j'ai repris 4 enjeux qui ont été mis en avant par le plan Nouvelle-France industrielle. On pourrait y revenir un petit peu tout à l'heure. Il y en a d'autres, mais ceux-ci apparaissent au premier plan. Un enjeu de sécurité, avec donc une affirmation basée sur beaucoup de statistiques selon lesquelles plus de 90% des accidents sont dus à des erreurs humaines. Il ne faut pas en déduire que le passage de l'homme au robot réduira de 90% l'accidentologie. Faut-il encore que le robot sache déjà faire aussi bien que le conducteur? Et vous savez que le conducteur évite des accidents aussi aujourd'hui. Deuxième enjeu important, c'est la qualité de vie. Ici, ce sont des statistiques françaises et encore plus précisément en Île-de-France. Donc, près de 80 minutes par jour en voiture, dont la moitié en embouteillage. Donc, inutile de dire, la qualité de vie en est absente. Une troisième dimension qui a été évoquée aussi, c'est l'accès à la mobilité. Moins de 45% de la population française a accès au transport public. Ça, c'est pour les personnes. Et il y a évidemment des enjeux comparables pour les biens. Alors, de quoi on parle quand on parle de véhicules autonomes? Il y a une classification qui a été faite par la Société automobile des ingénieurs aux États-Unis, donc qui est en 6 niveaux. Niveau 0, c'était la 4 chevaux. Et le niveau 5, c'est ce que Google tente de faire sur leur voiture, donc une voiture qui n'a pas de chauffeur. Alors jusqu'au niveau 2, on est dans le cadre qui est autorisé par la Convention de Vienne et on est typiquement dans l'assistance au conducteur, donc dans le monde des ADAS. À partir du niveau 3 jusqu'au niveau 5, on rentre dans ce qu'on peut appeler la délégation de conduite. Alors, le niveau 5, il est destiné à promouvoir les robots taxis, par exemple. Le niveau 4, je vais insister un peu plus dessus, c'est celui que nous travaillons. Et le niveau 3, vous remarquerez sur cette planche que c'est le niveau où il y a le plus de texte, ce qui signifie que la relation avec le conducteur est donc compliquée. C'est-à-dire que là, quand on lit ça en détail, on se rend compte que le conducteur peut déléguer la conduite, mais tout en restant quand même vigilant. Et le système peut prendre la conduite, mais et peut faire appel au conducteur avec, et vous remarquerez le côté subtil, avec un temps suffisant qui est quantifié, bien entendu. Donc voilà, donc deux mondes. Alors ça, c'est une façon de caractériser l'autonomie, c'est le niveau de délégation. Il y a une autre dimension qu'on oublie très souvent, c'est à quel endroit on délègue. Vous comprenez bien que déléguer à Bombay aux heures de pointe, c'est pas la même chose que de déléguer la conduite sur une piste comme celle de Transpolis à midi, quand le site est interdit aux visiteurs et qu'il n'y a qu'un seul véhicule. Donc selon l'endroit ou les conditions où on délègue la conduite, le niveau de difficulté peut être différent. Alors, ce qui nous amène
à partager avec vous une représentation de deux grands champs d'application du véhicule autonome. J'ai repris donc les niveaux de délégation avec des couleurs. Et vous avez donc sur l'axe des X la complexité technique et réglementaire et l'axe des Y la valeur pour les clients. Vous voyez deux grands champs d'application. Un premier qui est à gauche, qui n'est que sur autoroute et assimilé. Donc ça peut être par exemple le périphérique, ce que notre ami du CEREMA a évoqué, donc les voies à chaussée séparées. Et donc là, l'enjeu, c'est de proposer aux utilisateurs de nos voitures d'aujourd'hui d'avoir rapidement un niveau de type 4, d'abord sur autoroute embouteillée, puis ensuite sur autoroute fluide, ce qui, en toute sécurité, devrait leur donner du temps disponible. Et puis un autre grand champ, qui est celui qui est en ville, et là, donc, qui vise le robot-taxi, qui est, je dirais, beaucoup plus aujourd'hui communiqué et visible par des acteurs comme Uber ou comme Google. Mais en tant que constructeur, c'est une dimension que nous regardons de près. Simplement, on ne va pas le faire tout seul. C'est quelque chose qu'il faut faire en coopération d'abord avec des territoires qui veulent offrir ce type de mobilité, des opérateurs de mobilité, nous sans doute, et plus quelques compétences pour bien maîtriser cette dimension qui est plus complexe. Donc voilà deux grands champs d'application. Alors dans la suite de l'exposé, je vais surtout développer le premier, puisque c'est celui qui sera le plus massivement développé dans un premier temps, mais sachant que le deuxième est un point sur lequel on s'intéresse. Alors maintenant, comment Renault se prépare ? Nous, on a une vision du coup d'offrir des véhicules à deux visages. Sur la droite, il restera beaucoup de conditions où il peut rester ce que certains appellent le plaisir de conduite. Où le conducteur souhaite conduire sa voiture, et puis il y a des conditions, comme on l'évoquait tout à l'heure, où il est pénible de conduire et où nous pourrons proposer un degré d'assistance vers l'autonomie de conduite. Donc, avec des bénéfices de sécurité dans l'ensemble des situations, une possibilité d'assistance dans des conditions qui sont plus restreintes, et puis, dans des conditions encore un peu plus limitées, une possibilité de déléguer complètement la conduite. Ce qui donnerait finalement une autre forme de représentation qui est celle-ci. Le conducteur sera dans une voiture où il aura tout le temps l'appui de dispositifs qui vont augmenter sa sécurité sans qu'il intervienne. Donc l'ABS, c'est maintenant très ancien, l'ESP est plus récent, les Advanced Emergency Braking se développent de plus en plus, et eux ont vocation à, en l'absence d'action du conducteur, d'apporter de la sécurité. Un deuxième cercle concentrique, mais plus petit, ce que j'ai évoqué, qui est le client peut activer des dispositifs d'aide à la conduite, que sont les ACC, les Lane Keeping Assist, qui eux, donc, je dirais, déstressent le conducteur, mais c'est lui qui l'active. Et puis le troisième, ce n'est que si la voiture le propose qu'il pourra déléguer la conduite et non pas tiens, allez, je vais confier la conduite à la voiture, j'appuie sur un bouton. Donc c'est comme ça qu'on conçoit nos systèmes. Alors justement, le système, il est, pour faire assez simple, il est constitué comme ça. Donc une première étape qui est par des capteurs d'obtenir des informations. Je ne vais pas tout détailler, mais on va utiliser tout ce qui nous permet d'avoir une bonne compréhension de l'environnement de la voiture à base de caméras, de radars, de laser scanner, comme ça a été évoqué par Arnaud tout à l'heure. Une fois qu'on a collecté ces informations, faut-il encore comprendre la situation. Donc là, il y a une phase d'interprétation où on va fusionner des données. Une fois qu'on a compris la situation, il s'agit de prendre des décisions, et donc l'intelligence embarquée doit être capable de savoir s'il faut ralentir, tourner à gauche ou à droite, ou accélérer pour reprendre de la vitesse, de façon ensuite à commander la direction, le freinage et l'accélérateur. Comme vous l'avez compris, la délégation suppose que le système doit être capable de prendre complètement la main. On tombe dans des questions de sûreté de fonctionnement très pointues qui imposent de mettre en place un système de redondance.
si vous voulez, donc c'est une planche assez simple, mais qui vous fera comprendre l'enjeu pour nous. Depuis très très longtemps, on est concentré sur faire des véhicules qui soient fiables. Eh bien, la voiture autonome, il faut continuer à faire ça. Et en plus, il faut assurer une conduite fiable. Alors, fiable, au premier ordre, notre traduction, c'est qu'il n'y ait pas d'accident grave sur 1 milliard d'heures. Après, on peut discuter sur est-ce que c'est le bon chiffre, mais en tout cas, ça vous situe la difficulté devant laquelle on est confronté. Et pour faire ça, là aussi, je vais être assez schématique. On est en train de concevoir un système qui comporte de l'embarqué et un peu de débarqué, où vous retrouvez à gauche donc la partie capteur et à droite la partie commande. Et notre système est décomposé en 3 niveaux. Un premier niveau qui assure, je dirais, la conduite élémentaire. Donc là, en gros, c'est ce que vous avez dans l'ACC, dans le Lane Keeping Assist. On garde la distance avec les véhicules qui précèdent et on reste sur sa file. On prend un deuxième niveau qui, lui, doit être capable de réagir correctement à toutes les perturbations. Pour me faire comprendre, je vais vous montrer un petit peu dans votre conduite à vous quelle sensation de risque vous pouvez avoir. Gérard pourra confirmer si c'est conforme aux 5000 règles. Vous êtes sur une autoroute, vous êtes à côté d'une Twingo. C'est moins dangereux qu'à côté d'un 38 tonnes. Donc le fait d'être à côté d'un camion est une situation plus dangereuse. Bien que les autoroutes soient bien maintenues, vous êtes sur une portion où il n'y a plus de ligne. Bon, ça élève encore un peu le niveau de risque. Et puis, patatras, il y a un orage de grêle qui se déclenche. Ça fait encore un niveau de risque supplémentaire. Et puis, pendant qu'on y est, la voiture qui était sur la file de gauche prend peur et fait une queue de poisson. Ça fait encore un autre niveau de risque. Eh bien, l'étage numéro 2 est conçu pour pouvoir réagir à toutes ces perturbations. Et puis, il faut un troisième niveau, parce que notre système peut avoir des défaillances. Il peut y avoir un capteur qui est en panne, il peut y avoir un problème de freinage ou de direction. Et donc, il faut que le système diagnostique en permanence le bon fonctionnement de l'ensemble du système. Et si ce n'est pas le cas, qu'il puisse basculer sur un mode refuge pour arrêter le véhicule dans de bonnes conditions pour protéger les occupants de la voiture. Donc voilà comment on conçoit nos systèmes. Alors maintenant, pour vous montrer où on en est, donc on avance, il y a une petite vidéo de 2 minutes et quelques qui résume un peu tout ça. Notre projet de véhicule autonome a pour objectif d'offrir aux clients une délégation complète de la conduite, qu'on appelle eyes-off et hands-off. Eyes-off pour dire que le conducteur n'est plus obligé en fait de regarder la route. Hands-off pour dire qu'il n'a plus non plus nécessité de garder les mains sur le volant. Donc le conducteur peut avoir une autre activité que surveiller la tâche de conduite. Ce qu'on voit aujourd'hui en fait sur le marché, ce sont des aides à la conduite. Le conducteur doit rester maître de ce qui se passe et doit en permanence être vigilant, regarder la route. Là, on a un projet de véhicule avec une délégation complète de la conduite. C'est une vraie rupture. Aujourd'hui, on travaille avec une flotte de 5 véhicules où on commence à engranger des kilomètres. On a un grand nombre de technologies sur cette voiture. On a 6 types de capteurs qui sont embarqués, un radar frontal qui va regarder jusqu'à 250 mètres, 3 caméras à l'avant aussi qui vont regarder avec différents champs de vue tout ce qui se passe en avant du véhicule. On a une nouvelle technologie qui sont des lidars avec 2 lidars à l'avant, 1 lidar à l'arrière qui eux vont scanner sur un angle très large d'environ 160 degrés et jusqu'à 120 mètres de distance tous les objets environnants. Ensuite, on a des radars de coin qu'on situe derrière les boucliers, donc qui ne sont pas visibles, qui scannent à courte distance en fait tout ce qui se passe autour de la voiture. Ensuite, on a des caméras qui sont donc au niveau des plaques de police et au niveau des rétroviseurs de la voiture et qui regardent au sol et qui peuvent notamment détecter la présence des lignes. Et enfin, on a une ceinture d'ultrasons tout autour de la voiture pour scanner l'ensemble de l'environnement. Une fois que le mode autonome est enclenché, la voiture automatiquement fait un scan en fait, de l'environnement. Notamment, va regarder les lignes au sol avec ses caméras frontales pour que la voiture reste en permanence au milieu de sa voie. Avec les autres capteurs, on va aussi regarder tous les obstacles environnants, donc les voitures, les motos, les éventuels piétons, et on réagira en fait à la présence de ces obstacles.
Le contrôle longitudinal permet de se réguler par rapport au véhicule de devant et, en cas d'urgence, de freiner automatiquement jusqu'à l'arrêt si nécessaire. Si une voiture se présente et s'insère en fait devant nous, il faut automatiquement réinstaller une distance de sécurité sereinement avec la voiture de devant. La première fonctionnalité qu'on va offrir aux clients, c'est une conduite en bouchon. On restera en fait dans une voie strictement et on rendra cette chose possible sur autoroute. La suite, c'est en situation où le trafic devient un peu plus fluide, où on commence à atteindre des vitesses plus élevées et où on permettra en fait de faire du changement de voie automatique. Ce qu'on veut offrir aux conducteurs, c'est du temps libéré. Alors, donc ça, on a beaucoup parlé de technologie, mais ça a déjà été évoqué ce matin aussi. Ça ne suffira pas à basculer de ce mode où le conducteur est le seul maître à bord au moment où il délègue la conduite. Un de mes collègues a fait un parallèle entre la rupture du passage de la voiture à cheval à la voiture à moteur en disant qu'on est probablement sur une rupture du même ordre. Alors donc, il y a d'autres conditions. Et notamment, on peut le résumer comme ça, c'est l'acceptation par la société, avec pas mal de conditions pour que la société, les conducteurs, mais aussi les autres usagers de la route, puissent accueillir ces changements. Donc il y a des dimensions réglementaires, bien entendu. Il y a une dimension de responsabilité qui fait un lien avec une ligne un peu plus bas qui est l'assurance. Un lien avec les infrastructures, certainement au départ avec des systèmes qui sont eux-mêmes relativement autonomes sans avoir beaucoup d'interaction avec l'infrastructure, mais à partir du moment où on aura davantage d'informations, on pourra étendre les conditions d'application. Et puis ça a déjà été évoqué, donc une préparation des utilisateurs de façon à ce qu'ils puissent être en confiance par rapport au système, avec probablement une notion d'éducation du conducteur, mais qui doit être, de notre point de vue, également facilitée à bord. Si on compte sur le réseau de vente des véhicules pour consacrer 20 minutes pour expliquer au conducteur, d'abord ça peut marcher sur la première monte, enfin sur le premier client, mais pas sur les suivants. Donc il faut absolument qu'à bord, il y ait une façon de bien faire comprendre comment ça marche. Alors pour créer ces conditions d'acceptation, eh bien, en accord avec les pouvoirs publics, mais c'est vrai en France et dans plein d'autres pays, on s'accorde tous à dire qu'il faut passer à des expérimentations à relativement grande échelle. Donc il y a un plan en France, qui est le plan Nouvelle France industrielle, qui mobilise beaucoup d'acteurs de l'industrie, de l'académique et des pouvoirs publics. Mais vous voyez qu'en Suède, avec notamment Volvo, il y a une initiative qui est, je pense, relativement pionnière, qui s'appelle DriveMe, qui démarre l'an prochain. Nous, ce sera plutôt 2018. Mais c'est vrai en Allemagne, aux États-Unis. Ma planche n'est pas à jour, puisque ça y est, maintenant le Japon a fini par officialiser son plan. Donc ça, je pense, ça résume un peu notre vision de la voiture autonome. Alors avec Anne-Guillaume du Lab, on a aussi tenté une petite traduction de ce que peut être la généralisation de cette première étape de véhicule autonome, basée sur les données disponibles. Donc comme vous l'avez compris, on commencera par un cas qu'on maîtrisera et qui concernera des millions de gens, pas seulement en France dans ce cas-là. C'est l'autoroute. Donc c'est quand même pas la situation qui génère le plus de morts. Donc la voiture autonome va pas être une rupture immédiate et majeure massive, je dirais, sur la réduction des morts sur les routes. C'est plutôt l'ensemble qui a été évoqué avant, ADAS plus voiture autonome, qui lui va y contribuer. Et puis, au fur et à mesure qu'on arrivera à étendre le domaine d'utilisation, oui, ça contribuera aux autres zones. Mais en gros, comme on se concentre sur l'autoroute, on joue, je dirais, avec l'introduction du véhicule autonome plutôt pour 10% sur la mortalité que sur le reste. Sachant que, alors là, on a pris un exemple où la voiture autonome sera capable d'empêcher ce genre d'accident. Certains ADAS, comme les AEB par exemple, pourront également contribuer à ça.
Voilà, donc j'en ai fini pour mon intervention.